Ce documentaire raconte la guerre du Vietnam vue par les Américains qui ont servi pendant le conflit. Il comporte des vidéos amateurs ainsi que des séquences d'archives rares qui ont été collectées à travers le monde et qui sont présentées ici en haute définition. Certaines scènes pouvant choquer, ce programme est destiné à un public averti. I was in World War II, fella, and I served 3 years. I know what it's about. What a Cuban doing. I have a son that's going to go into the army. We fight because we must fight. If we're to live in a world where every country can shape its own destiny. Vietnam is not our war. We must say no. We will not be defeated. You have to stand on that principle, and if it's necessary to die on the principle, We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. We hope that peace will come swiftly, but that is in the hands of others. And we must be prepared for a long, continued conflict. On dit que ceux qui ont fait la Seconde Guerre mondiale sont la génération grandiose. Mais tous ceux qui se sont battus depuis sont les meilleurs de leur génération. Ils sont partis, ils ont pris les armes, ils se sont sacrifiés. Et ils se sont battus comme des lions. Ils étaient nobles. Les profs n'ont qu'un seul mot à la bouche, le Vietnam, et la bataille entre le communisme et la démocratie. Mais la plupart d'entre nous ne connaissent même pas ce pays. Peut-être que je ne sais rien du Vietnam, mais le communisme, ça je connais. Quand on était môme dans les années 50, pendant la peur rouge, on nous racontait toutes les histoires horribles qui se passaient dans les pays communistes. Dans le milieu d'où je viens, tout le monde était particulièrement préoccupé. J'ai reçu une éducation catholique très stricte. Enfant de cœur à l'âge de 8 ans. J'ai passé 12 ans dans une école catholique. On lisait des livres anticommunistes. On nous apprenait que les communistes allaient de village en village et coupaient la langue des prêtres pour les empêcher de prêcher. Si ce genre de truc se passe vraiment au Vietnam,
Alors je comprends pourquoi on doit combattre les communistes. Mais en même temps, même s'ils sont une menace, c'est pas la porte à côté. Personnellement, j'ai un peu de mal à croire que quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde peut nous toucher ici, à San Bernardino. L'implication des États-Unis dans le conflit vietnamien commence en 1954. Un traité vient de diviser le pays en deux parties. La Chine communiste et l'Union soviétique soutiennent le Nord, les États-Unis le Sud. Par crainte de voir le communisme se propager dans toute la région, les présidents successifs Eisenhower, Kennedy et Johnson apportent au Sud-Vietnam une aide militaire et financière. Au printemps 1964, le pays est devenu le point névralgique de la guerre froide. Plus de 16 000 conseillers militaires sont envoyés par les États-Unis. Ils forment l'armée sud-vietnamienne à la lutte contre la guérilla menée par le FNL, le Front National de Libération du Sud-Vietnam, aussi appelé le Viet Cong. Soutenu par le Nord, le Viet Cong cherche à renverser le gouvernement sud-vietnamien et à réunifier le pays sous la bannière communiste. Le conflit qui au départ n'était qu'une guerre civile prend désormais une ampleur mondiale. Quand je suis arrivé, je me suis demandé comment un paysage aussi immaculé pouvait abriter des dizaines de milliers d'ennemis infiltrés. Mais mes équipiers sud-vietnamiens m'ont vite remis les idées au clair. Ils se battent et meurent dans cette jungle depuis près de 10 ans pour empêcher le Nord-Vietnam et le Viet Cong de prendre le contrôle du pays. Le lieutenant Bob Clewell, 24 ans, est conseiller militaire auprès de l'ARVN, l'armée de la République du Vietnam. Une unité de l'ARVN nous a été assignée et nous avions pour ordre de l'accompagner sur le terrain. Notre première mission n'était pas de nous battre contre l'ennemi, mais de conseiller une nation amie et son armée. C'est elle qui devait se battre. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. À l'automne 1964, la situation politique du gouvernement sud-vietnamien est devenue intenable. Et son armée est sur le point de céder face aux assauts des 150 000 soldats du Viet Cong qui occupent près de la moitié du territoire. Ces soldats qui reçoivent du Nord armes et renforts travaillent comme paysans pendant la journée. Mais la nuit venue, ils se transforment en combattants et mènent des actions éclairs avant de se fondre dans la jungle sans crainte d'être repérés. Le Viet Cong et le Nord-Vietnam perçoivent la résolution du golfe du Tonkin comme une déclaration de guerre de la part des États-Unis. Et ils sont déterminés à se battre. Le 1er novembre 1964, un peu avant le lever du jour, le Viet Cong lance une attaque surprise contre l'une des 4 bases aériennes américaines au Sud-Vietnam. Il s'agit de la première agression directe à l'encontre du personnel militaire des États-Unis. 4 Américains sont tués. Ça fait des années que nous avons des conseillers militaires au Sud-Vietnam. Et c'est la première fois que le Viet Cong s'en prend à eux délibérément. Joe Galloway, 23 ans, est correspondant pour l'agence de presse United Press International. Il suit la participation grandissante des États-Unis au conflit vietnamien depuis des années.
Nous nous impliquions toujours un peu plus dans cette guerre qui allait aussi devenir la guerre des États-Unis, la guerre de ma génération. Et je m'étais toujours dit que si une guerre éclatait au cours de ma vie, je devrais la couvrir. J'ai fini par rendre fou mes supérieurs. Je les suppliais, je les implorais sans arrêt de me transférer là-bas, parce que j'étais convaincu de l'imminence de la guerre. Le 7 février 1965, une deuxième base aérienne américaine est attaquée. 8 Américains sont tués et 126 sont blessés. Quelques semaines après l'attaque de Pleiku, le président Johnson autorise une campagne de bombardement aérien intensif au Nord-Vietnam. L'opération Rolling Thunder doit accomplir 2 objectifs. Paralyser l'effort de guerre du Nord-Vietnam et démoraliser les combattants par une démonstration de la puissance de feu américaine. Le commandement militaire est convaincu que les 2 objectifs peuvent être atteints en seulement 8 semaines. Cette opération ne doit durer que 8 semaines. Mais d'ici là, j'ai bien l'intention de cumuler un maximum d'heures de vol. Le capitaine Keith Connolly, âgé de 31 ans, pilote un F-100 Super Sabre. Il participe à l'opération Rolling Thunder au sein du 416e escadron de chasse des forces aériennes stratégiques. Je n'avais aucune expérience de la guerre. Je ne comprenais même pas ce que ça signifiait. Nous étions tous très anxieux, évidemment. Mais en même temps, tout le monde était persuadé que la guerre serait vite terminée et qu'une fois là-bas, la situation se réglerait en un rien de temps grâce à notre puissance de feu. On n'aurait qu'à refaire ce qu'on avait fait à l'entraînement et ça suffirait pour mettre nos ennemis à genoux. Il leur sera impossible de résister face à l'imposante machine de guerre américaine. Mais dès le début, l'opération Rolling Thunder doit faire face à un problème. Les pilotes américains et les avions stationnés dans les bases du Sud-Vietnam sont à la merci des attaques du Viet Cong. Le commandement militaire américain souhaite désormais l'envoi de troupes au sol pour protéger les bases. Cette demande est une première et marque un tournant décisif. Le président Johnson sait pertinemment que s'il accède à cette demande, l'opinion publique américaine et le gouvernement nord-vietnamien verront cette décision comme le début d'une escalade. Every night before I turn out the lights to sleep, I ask myself this question. Have I done everything I can to help unite the world? To try to bring peace and hope to all the peoples of the world? Have I done enough? Le 8 mars 1965, 3500 marines de la 9e brigade expéditionnaire débarquent sur la côte sud-vietnamienne. C'est la première fois depuis la guerre de Corée que des troupes d'infanterie américaines foulent le sol asiatique. La moitié des gars n'avaient jamais entendu parler du Vietnam avant de débarquer ici. Je suis sûr qu'ils sont pas déçus du voyage. Le correspondant de United Press International, Joe Galloway, accompagne une unité de 40 Marines qui patrouille aux alentours de la base aérienne de Da Nang. Leur mission est strictement défensive.
J'ai dû tanner mon patron pour qu'il m'envoie ici couvrir ce conflit. Mais maintenant que je suis ici, je trouve que le Viet Cong n'a pas l'air bien dangereux. Je suis sûr qu'aucun de ces Marines a croisé ne serait-ce qu'un communiste. En tout cas, moi j'en ai pas vu un seul. Mais bon, je sais que les soldats du Viet Cong sont doués pour la guérilla et qu'ils savent comment passer inaperçus. À la base aérienne, nos gars attendent dans leur dortoir. Ils passent le temps en faisant les idiots, en écoutant de la musique. Ce documentaire raconte la guerre du Vietnam vue par les Américains qui ont servi pendant le conflit. Il comporte des vidéos amateurs ainsi que des séquences d'archives rares qui ont été collectées à travers le monde et qui sont présentées ici en haute définition. Certaines scènes pouvant choquer, ce programme est destiné à un public averti. I was in World War II, fella, and I served 3 years. I know what it's about. Not a Cuban doing. I have a son that's going to go into the army. We fight because we must fight. If we're to live in a world where every country can shape its own destiny. Vietnam is not our war. We must say no. We will not be defeated. You have to stand on that principle, and if it's necessary to die on the principle, We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. Those 6, I'm taking fire. I'm coming back up. On dirait que quoi qu'on détruise, le Viet Cong reconstruit tout en un rien de temps. Et ensuite, on doit y retourner pour de nouvelles frappes aériennes. C'est assez frustrant quand on est pilote. Parfois, on nous envoyait dans les mêmes zones pour frapper les mêmes cibles, encore et encore. Et on ne comprenait pas forcément l'intérêt d'y retourner sans cesse. C'est là qu'on a compris que la guerre ne serait pas finie en quelques mois. Le 30 mars 1965, le Viet Cong fait exploser une voiture piégée devant l'ambassade des États-Unis à Saigon. L'attentat fait 22 morts et 183 blessés. Au cours des 3 mois suivants, les forces du Viet Cong continuent de cibler les bases américaines et sud-vietnamiennes dans tout le pays. Et l'armée du Sud-Vietnam se révèle incapable de mettre un terme à ces attaques. Le gouvernement de Saigon est au bord de l'effondrement. Le responsable américain des opérations militaires, le général William Westmoreland, émet une requête historique.
Il demande au président Johnson la permission de passer à l'attaque et sollicite pour la première fois la présence de troupes au sol pour une mission offensive. Débusquer l'ennemi sur le terrain et le chasser hors de la moitié sud du pays. Le 28 juillet 1965, au cours d'une conférence de presse télévisée, le président Johnson annonce sa décision. I have asked the commanding general, General Westmoreland, what more he needs to meet this mounting aggression. He has told me, and we will meet his needs. I have today ordered to Vietnam the Air Mobile Division and certain other forces which will raise our fighting strength from 75,000 to 125,000 men almost immediately. Additional forces will be needed later, and they will be sent as requested. This will make it necessary to increase our active fighting forces by raising the monthly draft call from 17,000 over a period of time to 35,000 per month. Automne 1965. 150 000 soldats ont été envoyés par les États-Unis sur le sol sud-vietnamien. Face à eux, se dresse une armée de 250 000 hommes, composée à la fois de militaires nord-vietnamiens et de soldats du Viet Cong. Les Américains fraîchement débarqués et prêts à en découdre sont sur le point de découvrir l'enfer de la guerre. On sent l'excitation. On vient de recevoir la confirmation que 200 soldats nord-vietnamiens de l'armée populaire du Vietnam se cachent dans les collines de Chupong. Joe Galloway s'est joint à la première division de cavalerie, une des unités aéromobiles nouvellement créées. Après des mois d'escarmouches et de petits affrontements, l'armée américaine s'apprête à lancer la première attaque d'envergure contre 200 soldats nord-vietnamiens. Cet assaut doit aussi permettre de tester une nouvelle tactique expérimentale, la mobilité aérienne. Grâce à ces hélicoptères UH-1 UA, la première division de cavalerie est capable d'héliporter les soldats directement sur le théâtre des hostilités. Pour cet affrontement, l'armée américaine va tenter pour la première fois de déposer des soldats, 450 hommes, qui vont devoir se battre contre 200 ennemis. Alors que les troupes se préparent pour la bataille, le colonel Al Moore est préoccupé par un grave problème. Pour atterrir, les stratèges ont arrêté leur choix sur une petite clairière tout près des positions ennemies, baptisée LZ X-Ray. LZ pour Landing Zone, zone d'atterrissage. Mais la clairière est petite, et seulement 8 hélicoptères pourront s'y poser simultanément. Chaque engin ne transportant que 6 hommes, l'héliportage des 450 soldats risque de prendre plusieurs heures. Quand vous êtes commandant dans une telle situation, votre unique crainte est de ne pas être capable de débarquer à ces troupes. Si vous déposez moins d'une centaine de soldats et que l'ennemi vous tombe dessus, vous êtes dans le pétrin. La zone d'atterrissage devient inutilisable et tous ceux qui ont été déposés se font tuer. À 10h19, l'artillerie de la base d'appui-feu Firebase Falcon, basée à 8 km de la clairière, déclenche un violent tir de barrage en direction des positions ennemies. Le pilonnage dure 28 minutes et doit permettre de dégager la zone d'atterrissage pour l'arrivée des troupes héliportées. À 10h35, les premiers hélicoptères américains décollent de la base. Le vol jusqu'à la clairière doit durer 13 minutes.
À 6 km de la zone d'atterrissage, les hélicoptères diminuent leur altitude et volent en azimuth. Devant eux, au travers des nuages de fumée, se dessine le spectacle des ravages provoqués par l'artillerie américaine. Le tir de barrage doit s'arrêter 1 minute seulement avant l'atterrissage des hélicoptères. S'il dure ne serait-ce que quelques secondes de plus, les tirs américains risquent d'atteindre la flotte d'hélicoptères. Je me suis posté tout près de la tente des opérateurs radio au quartier général pour suivre l'opération au plus près. La compagnie Bravo est au sol et quadrille la zone. Jusqu'ici, rien à signaler. Une deuxième vague d'hélicoptères dépose d'autres soldats. Tout semble se dérouler parfaitement. Jusqu'à 11h15. Le premier peloton de la compagnie Bravo capture un soldat ennemi isolé. Il n'est pas armé. Il est immédiatement transporté au poste de commandement pour être interrogé. À 11h20, le prisonnier fait une révélation capitale. Il explique à l'interprète que 3 bataillons nord-vietnamiens se cachent dans les montagnes et qu'ils ne veulent qu'une seule chose, tuer des Américains. C'est à peine croyable. 3 bataillons, presque 1600 soldats. Personne ne veut y croire. Pour l'instant, il y a à peine 200 soldats sur le terrain. Ils vont se battre à 1 contre 8. Quelques minutes plus tard, les troupes américaines et nord-vietnamiennes s'opposent dans une lutte acharnée. Pendant que les premières divisions tentent d'empêcher les nord-vietnamiens de prendre le contrôle de la zone d'atterrissage, les pilotes de la première cavalerie continuent leur mission et déposent le reste des 450 hommes sous un déluge de tirs de roquettes et de balles ennemies. Il y a quelque chose auquel aucun film de guerre ne peut vous préparer. C'est le vacarme absolument insoutenable d'un champ de bataille. Les balles qui déchirent l'air, les bombes qui explosent, les tirs d'artillerie, les gens qui hurlent. C'est une cacophonie presque assourdissante. Après presque 8 heures de combat, les pertes s'accumulent et les munitions et les renforts vont bientôt manquer. Mais la nuit approche et les hélicoptères vont devoir rentrer à la base et y rester jusqu'à l'aube. Les 450 soldats américains épuisés sont désormais seuls sur le champ de bataille. La nuit sera longue face à un ennemi en surnombre. La nuit dernière, l'ennemi a lancé plusieurs attaques contre nos positions. Les corps sont encore là où ils sont tombés. Ce serait trop risqué d'essayer de les déplacer. Joe Galloway est le seul correspondant qui couvre l'opération d'héliportage sur la zone d'atterrissage X-Ray. Sur les 450 soldats qui ont été déposés, on compte déjà 85 morts ou blessés. Et ceux qui sont toujours en vie manquent cruellement de munitions et de matériel. Apparemment, les renforts vont être déposés à quelques kilomètres d'ici. Et ils vont devoir se battre avant de nous rejoindre. Mon Dieu, faites qu'ils arrivent jusqu'à nous. Au pied des collines de Chupong, 1600 soldats ennemis se tiennent prêts à attaquer.
À seulement quelques centaines de mètres, les soldats américains, épuisés par près de 24 heures de combat, forment une ligne de front ténue. Les attaques sporadiques menées par l'ennemi au cours de la nuit ont permis de déterminer les points faibles du front américain. Les Nord-Vietnamiens connaissent désormais les endroits où ils peuvent percer une brèche et ils se préparent à mettre leur plan à exécution. « 6h50. L'ennemi n'est plus qu'à 70 mètres de nos positions. Certains hommes sont déjà au corps à corps. 200 soldats de l'armée populaire s'abattent sur le 1er et 2e peloton de la compagnie Charlie. Au cours de la contre-attaque, le commandant de la compagnie Bob Edwards est touché par balle à l'épaule. Son second, le lieutenant Harrington, prend immédiatement la relève. Mais quelques minutes plus tard, il est lui aussi atteint par un tir en pleine poitrine. À 7h15, c'est la compagnie Delta qui est prise pour cible par les soldats nord-vietnamiens. Nos lignes sont sur le point de céder. Les balles ennemies nous atteignaient au centre de commande, là où nous étions assis. Je me suis jeté au sol et je me suis couché à plat ventre. Et puis le colonel Moore s'est tourné vers l'officier de liaison des forces aériennes, le lieutenant Charlie Hastings, et lui a dit « Code Broken Arrow ». Broken Arrow est un code militaire qui voulait dire à l'époque qu'une compagnie américaine est sur le point de céder, d'être débordée ou détruite. Quand ce code est donné, toutes les escadrilles d'aviation disponibles doivent se diriger vers la zone pour larguer leurs bombes. À un moment, j'ai entendu le colonel Moore hurler « Changez de cap, Charlie! Ces satanés avions vont nous tirer dessus! » J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu 2 F-100 Super Sabre, l'un devant l'autre, comme ça, qui se dirigeaient droit sur nous. L'avion de tête avait déjà dépassé la zone et largué ses bombes au napalm. Le colonel essayait d'empêcher le 2e avion de larguer les siennes. Malheureusement, 2 ou 3 ingénieurs de démolition se trouvaient dans la zone de bombardement. Ils étaient juste en dessous. Dans la boule de feu, j'ai vu 2 hommes en flammes qui s'agitaient dans tous les sens, comme s'ils dansaient en hurlant. Quelqu'un a crié « Attrapez-le par les pieds !» Je me suis baissé et j'ai saisi ses bottes. Elles se sont désagrégées. La chair de ses chevilles partait en lambeaux. Je sentais le contact de son os
dans la paume de ma main. Et on l'a transporté avec les autres blessés. C'était un ingénieur spécialisé appelé Jim Nakayama. Il venait de Rigby dans l'Idaho, marié. Sa femme venait d'accoucher. Il est mort 2 jours plus tard. Ce pauvre garçon hante mes nuits. Should be Chalk 40, 39er just pulled out. Roger, it's what it's trying to confirm. Yeah, this is 40 in housing. J'observe les derniers instants de cette bataille macabre. Le reporter de guerre Joe Galloway parcourt le champ de bataille dévasté de la vallée de Yadrang. Un jeune ingénieur grièvement blessé du nom d'Arthur Vieira se vide de son sang. Une de ses blessures est particulièrement atroce. Une balle a percé un trou dans sa gorge. Le chirurgien du bataillon, le capitaine Carrara, pratique une trachéotomie d'urgence. À quelques mètres se trouve Clinton Polly, qui a grandi dans une ferme de l'Iowa. Il a reçu des shrapnels de grenades, il a été touché par balle, mais il n'a jamais abandonné son poste. Il est resté derrière une des mitraillettes M60 auxquelles le 2e peloton doit sa survie. Je n'ai jamais vu de soldat plus courageux et dévoué de toute ma vie. À part les tirs amis, l'appui aérien a été un succès. Le bombardement ciblé des avions américains a permis de repousser l'ennemi et de reprendre l'avantage. La première bataille d'importance contre l'ennemi nord-vietnamien s'est soldée par une victoire. Un des soldats sort un petit drapeau américain de son pactage et le pose sur la souche d'un arbre qui a explosé. Il regarde ses camarades et sourit. C'est comme à Iwo Jima. Encore une bataille gagnée par les États-Unis. C'est vrai. Ces hommes ont accompli un véritable exploit. Comme leurs pères avant eux sur les plages d'Iwo Jima ou de Normandie, ils ont mené une lutte extraordinaire et ont triomphé en dépit des circonstances. J'ai compris ce qu'était vraiment la guerre en la voyant de mes propres yeux. La guerre, c'est un garçon qui a grandi dans une ferme de l'Iowa et qui se cramponne à sa mitraillette pendant 8 heures pour protéger ses camarades blessés. Même s'il a lui-même été touché et même s'il saigne. La guerre, c'est un noir de Charlotte et un blanc-bec de Houston qui décident qu'il vaut mieux mourir ensemble plutôt que d'abandonner l'autre sur le champ de bataille. La guerre, c'est une poignée d'hommes qui ont l'amour de leur pays, mais surtout qui ont l'amour de leur prochain. Quand je suis reparti de la zone d'atterrissage de la vallée de Yadrang, je savais que des soldats avaient donné leur vie pour protéger la mienne.
Ils s'étaient sacrifiés pour moi et pour leurs camarades. J'ai découvert que certains événements sont tellement bouleversants qu'il est impossible de rester un simple témoin, de garder ses distances, de rester neutre, de ne pas être touché. C'est aussi simple que ça. Vous le voyez, vous le vivez, vous êtes touché, et ça vous suit pour le restant de vos jours. Au cours des jours suivants, d'autres batailles vont avoir lieu dans la vallée de Ia Drang contre des soldats de l'armée nord-vietnamienne. À la fin des combats, 234 soldats américains ont été tués, mais les pertes ennemies s'élèvent à plus de 3000 morts. Dès lors, l'état-major américain élabore une nouvelle stratégie. 12 pour 1, tel est l'invraisemblable rapport entre les pertes américaines et ennemies. Le chiffre laisse penser que dans une guerre sans ligne de front, le chemin le plus sûr vers la victoire est de faire un maximum de victimes chez l'ennemi. Les hélicoptères qui ont montré leur valeur et leur capacité à évoluer au cœur du théâtre des opérations seront une arme essentielle pour mener à bien cette stratégie. Le commandement de l'armée des États-Unis est convaincu que cette bataille est le prélude d'une victoire annoncée, une victoire qui sera totale.